présente notre conférencière d'aujourd'hui, Marie-Christine Brault, qui est professeure au département de sociologie de l'Université Laval. Elle est aussi titulaire de la chaire de recherche Antoine Turmel sur la sociologie historique de l'enfance et de la famille et collaboratrice du partenariat Famille en mouvance. Donc, sa présentation s'intitule Expérience de la parentalité et réaction des parents face à la médicalisation ciblant leur enfant. Donc, ce sera une conférence d'à peu près 35 minutes qui sera suivie là, d'une période d'échange avec vous tous et toutes. Alors, Marie-Christine, un grand merci de ta présence et bonne conférence. Merci beaucoup, Maude. Donc, bonjour à tous et à toutes. Je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui pour vous parler de mes projets de recherche. C'est un peu dommage qu'on soit juste en Zoom et à distance, là, surtout pour les gens que je connais qui sont en Zoom. J'aurais aimé vous saluer là, en présence, mais on se reprendra. Il y aura d'autres occasions certainement. En même temps, je pense que ça permet à un plus large auditoire d'être ici aujourd'hui. Donc, ma conférence va porter sur l'expérience de la parentalité des parents qui se sont identifiés comme résistants à la médicalisation ciblant leur enfant. Je vais préciser tout de suite, par contre, que le but de la conférence ne va pas être de mettre l'accent sur la résistance comme telle, mais surtout sur les réactions différenciées puis l'expérience commune qui se dégage. Parce que ce que je vous présente aujourd'hui, en fait, c'est une nouvelle réflexion que j'ai eue en essayant justement de comprendre les patrons de résistance. Mais je me suis dit que je ne pouvais pas comprendre les patrons de résistance avant que j'ai compris qui était dans mon échantillon et pourquoi, puis qu'est-ce qu'ils vivaient de manière plus, disons, commune. Donc, le plan de la conférence va aller comme suit. D'abord, je vais aborder les concepts clés que sont la parentalité puis la médicalisation, juste pour qu'on soit sur la même longueur d'onde. Ensuite de ça, je vais faire une brève présentation de la recherche, donc la méthodologie de qui est dans l'échantillon. Je vais ensuite vous parler des constats, donc c'est quoi l'expérience commune, qu'est-ce que j'ai constaté, c'est quoi mes questions, parce que je suis encore en questionnement. Et comme je vous l'ai dit, donc c'est une nouvelle là, réflexion. Mon article a été soumis dans une revue scientifique, mais j'attends encore là, le retour des évaluateurs. Puis moi, en même temps, mais je poursuis ma réflexion, donc ça bouge quand même encore beaucoup. Et à la fin, ben, je vais revenir sur quoi retenir et comment agir. En tout cas, je vais proposer des pistes, mais ça reste que je suis sociologue et non pas dans l'intervention. Vous êtes dans le terrain. Donc, peut-être que l'échange pourra porter aussi sur qu'est-ce qu'on peut faire là, suite au constat que je vous ai montré. Donc, je commence tout de suite avec la parentalité. La parentalité, en fait, c'est un terme qui veut dire plusieurs choses. Ça peut être, entre autres, associé à la structure puis à la composition de la famille quand on parle, entre autres, de monoparentalité ou pluriparentalité. Moi, ici, je l'utilise dans un sens qui est différent, en fait. J'en parle à partir des conceptualisations qui ont été faites par Ouzel et repris par la Charité au Québec, dans laquelle on va parler davantage du rôle de parent, là. Donc, du rôle de parent qui est fait par un adulte, peu importe que l'adulte soit le parent biologique, social ou un adulte qui s'occupe de l'enfant sans être désigné comme parent, mais qui joue un rôle de parentalité. Donc, la parentalité a trois dimensions selon cette théorie-là, ou en tout cas selon ces éléments théoriques-là. Le premier, la responsabilité, en fait, c'est tout ce qui est les obligations juridiques et légales. Ça inclut aussi tout ce qui est les injonctions normatives, donc toutes les normes, les attentes sociales qu'on a face à la parentalité. C'est une dimension qui est extérieure à l'individu, mais l'individu doit l'intérioriser pour jouer son rôle de parent, entre autres pour répondre aux attentes. Il peut avoir beaucoup de pression, en fait. La responsabilité peut amener beaucoup de pression sur les épaules des parents. Il peut avoir aussi des jugements, hein, un parent qui ne rencontrerait pas les responsabilités attendues pour être jugé. Puis une des critiques majeures qui est faite en sociologie de cette dimension-là, c'est le fait que les responsabilités sont souvent construites sans les parents. Donc, c'est construit par les experts, par les gens dans les politiques publiques, etc. Mais les parents eux-mêmes sont souvent exclus de cette dimension-là.
La deuxième dimension, c'est l'aspect des pratiques. Donc, c'est tout ce qui est lié au travail parental comme tel, tout ce qui est fait dans le quotidien, tout le temps qu'on dédie aux enfants, la disponibilité, les ressources qu'on utilise, les comportements du parent, l'interaction avec les enfants. Donc, c'est vraiment très vaste et c'est vraiment dans l'aspect là, quotidien. Je finis avec la troisième dimension qui est les expériences. Donc, c'est vraiment plus l'aspect subjectivité, pensée, éléments, tout ce qui est composante affective, cognitive et subjective de la parentalité. Ça va être davantage sur cet aspect-là que je vais m'attarder aujourd'hui, vraiment sur l'expérience. Mais en même temps, vous allez voir que l'expérience, elle est vraiment modulée aussi par les responsabilités qui incombent en fait aux personnes dans un processus de parentalité. À l'heure actuelle, on sait que la parentalité, c'est une expérience quand même assez stressante et difficile. Il y a l'enquête québécoise sur la parentalité qui a été faite en 2022, qui a été menée par l'Institut de la statistique du Québec, avec un échantillon, je pense, de près de 20 000 parents. Donc, c'est une enquête très rigoureuse là, qui a été faite. Puis, ce qu'on constate, en fait, c'est que c'est stressant, surtout pour certains types de populations. Euh, En fait, ils ont mesuré le niveau de stress parental. Puis, le stress parental défini comme un ensemble de processus qui conduisent le parent à avoir des réactions négatives dans ses tentatives d'adaptation aux exigences de la parentalité. Puis ce qu'on constate, c'est que les mères, les parents avec un diplôme universitaire et ceux avec un jeune enfant, là, qui soit 0,5 ans ou d'âge scolaire primaire, sont ceux disons, qui sont surreprésentés dans le quintile 5, donc c'est-à-dire dans les 20 des parents qui expriment le plus haut niveau de stress parental. Donc, c'est quand même pas rien là, qu'il y ait un quart des mères actuelles qui vivent en fait un niveau de stress parental élevé. Et d'autant plus, en fait, c'est que ce niveau de stress parental-là est encore plus élevé quand on a des enfants qui ont des conditions de santé, en fait, un problème de santé, difficulté d'apprentissage ou trouble du comportement ou du développement. C'est ce qu'ils nous disent donc dans leur rapport. Ici, j'ai reproduit là, un extrait du tableau 3.4 où on voit donc est-ce que l'enfant a un problème de santé chronique, oui ou non? Puis on voit en fait que chez les parents qui disent avoir un enfant avec, disons, un besoin particulier, le stress parental est très élevé. On retrouve 32,1 des parents dans le quintile le plus élevé. Les parents rapportent avoir une gestion parentale difficile. Ils rapportent aussi avoir un rythme de vie très exigeant et s'imposer de la pression très souvent. Donc, on se rend compte qu'il y a quand même une bonne tranche des parents québécois en tout cas, qui vivent disons, un gros stress et une grosse pression aussi avec leur expérience de parentalité. Et j'aimerais juste revenir peut-être sur aussi le contexte socio-historique dans lequel on est actuellement. Donc, on est vraiment dans un contexte différent, disons, d'il y a 50 ans. Aujourd'hui, les enfants sont au cœur de la famille. On sait, hein, il y a beaucoup de reconfiguration familiale. Donc, l'enfant, c'est vraiment lui qui unit, en fait, la famille. On reste parents pour la vie, même si le couple se désunit. Les enfants sont aussi au cœur des préoccupations, ce qui est une bonne chose, là, hein. On s'en occupe maintenant. On se préoccupe de leur bien-être, de leur autonomie, du développement de leur plein potentiel. On veut vraiment qu'ils se développent à fond. En même temps, ça vient mettre une pression très intense sur les parents parce que dans les sociétés occidentales et contemporaines, en fait, c'est les parents qui sont les principaux responsables des enfants. On va vraiment venir mettre la faute, en fait, des réussites et des échecs des enfants sur les épaules des parents. Donc, ça amène en plus un stress élevé. On sait aussi que le capital scolaire est extrêmement important, hein. C'est comme une façon de se reproduire socialement aussi. La reproduction sociale se fait par l'école. Donc, on veut que les enfants réussissent. Donc, il y a tout un aspect aussi associé à la réussite des enfants à l'école. Puis pour ça, mais on rentre aussi dans une certaine logique d'optimisation. Optimisation des enfants, mais c'est optimisation des adultes aussi, de tout dans la société actuelle. Euh,
avec Michel Parazelli, entre autres, on a écrit des articles, un article sur la prévention précoce prédictive, sur le dépistage précoce des enfants et le fait aussi que ça peut tendre vers une médicalisation de l'enfance. Donc, tout ce contexte-là, en fait, entre autres, la médicalisation peut être renforcée par les pratiques de prévention précoce prédictive qui peuvent faire en sorte qu'on va aller identifier des enfants avec des troubles qui pourraient se développer, mais qui ne sont pas peut-être encore tout à fait là, développés au complet dès le début. En fait, on est beaucoup dans la prévention. On veut prévenir les difficultés. Puis ça, bien, ça contribue aussi à la médicalisation de l'enfance. Puis, au Québec, en fait, la médicalisation de l'enfance, il y a plusieurs indices qui laissent penser que on est arrivé là parce qu'on constate que le surdiagnostic et la surprescription de médicaments, c'est une des conséquences, en fait, de la médicalisation de l'enfance. Puis, ça peut, en fait, il y a des indices actuellement qui nous laissent penser qu'on est dans cette médicalisation-là de l'enfance. J'ai mis ici, en fait, c'est des extraits de journaux de 2019 où les pédiatres, en fait, sont montés au front pour dire qu'il y avait une surprescription de Ritalin, entre autres. Puis, ils se questionnaient vraiment et ils ont vraiment milité, en fait, ils ont exigé qu'il y ait une commission parlementaire sur le sujet qu'il y a eu un peu plus tard dans l'année 2019. Puis, moi, je trouve que cet épisode-là, mais bon, il y a plein d'autres indices aussi, là, mais ça nous laisse penser qu'on est réellement devant une médicalisation de l'enfance. Qu'est-ce que c'est la médicalisation de l'enfance? Je vais vous l'expliquer dès maintenant, en fait. Donc, la médicalisation, c'est c'est un processus collectif dans lequel un problème non médical est perçu comme une déviance. Donc, ça va être, par exemple, un comportement, une réaction, une expérience de vie. Donc, va être perçu comme une déviance, puis cette déviance-là va être prise en charge par la médecine. Ça va faire en sorte que le problème va être défini, décrit, expliqué à l'aide d'une perspective médicale incluant le psychologique, ou traité par des moyens médicaux comme des médicaments. Quand je dis que c'est un processus collectif, c'est que tout le monde y contribue, que ce soit vous, que ce soit moi, que ce soit les enseignants, les parents, les médias et bien sûr les professionnels de la santé. Je vous montre mon petit graphique là, parce que ça va rendre ça un peu plus concret, puis c'est important quand même pour la suite de la conférence. Donc, je vous l'ai dit, là, la médicalisation, c'est qu'on part d'une déviance. La déviance, ça peut être un comportement, ça peut être une attitude, une expérience de vie. C'est pas quelque chose, en sociologie, la déviance, ben, je la vois d'une perspective interactionniste. Donc, la déviance n'est pas dans la personne. La déviance, elle est plus dans le regard, en fait, qu'on pose sur la personne ou ses actions, ou etc. Donc, on est plus dans une relation, en fait. La déviance est créée dans la relation. Donc, ces comportements-là sont identifiés comme déviants et on a tendance, donc quand on médicalise, à utiliser une interprétation médicale de cette déviance-là. J'ai étudié, par exemple, le TDAH, qui est trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, qui reste un des phénomènes, en fait, le plus explicite peut-être là, d'un processus de médicalisation. C'est étudié depuis les années 70 dans cette orientation-là. Donc, si on prend des comportements d'agitation, par exemple, on va venir expliquer cette déviance-là à l'aide d'une lunette médicale. On va venir l'interpréter médicalement. Puis d'abord, on en fait une interprétation informelle. Informelle, ça veut dire que c'est des gens qui ne sont pas des professionnels de la santé qui vont venir mettre la lunette médicale pour comprendre la déviance qu'on observe. Donc, ici, il y a deux cas de figure, en fait, qu'on observe. D'abord, ça peut être la famille elle-même qui identifie la déviance et qui va mettre l'interprétation médicale. Dans ce cas-là, c'est facile. Après l'interprétation médicale, bien, on s'en va, en fait, à la consultation. Donc, on va dans le bureau d'un professionnel de la santé qui peut finalement diagnostiquer un problème, qui peut prescrire une médication ou qui peut arriver à la conclusion qu'il n'y a rien, en tout cas que l'enfant, la déviance qui est identifiée, n'est pas une déviance médicale.
Ça arrive aussi que l'initiateur ne soit pas dans la famille, mais qu'il soit, entre autres, à l'école. C'est ce qu'on voit souvent dans les initiateurs externes à la famille, mais ça pourrait être, par exemple, en CPE, à la garderie, et cetera. La limite de l'initiateur externe, c'est qu'ils doivent convaincre la personne de la famille, hein, le parent, pour poursuivre en fait l'interprétation médicale informelle qu'ils ont fait. Parce que l'école n'a pas le droit de prendre un rendez-vous en consultation médicale avec un enfant sans que les parents soient impliqués, en fait, parce que c'est aux parents que revient la tâche d'aller consulter, en fait, un médecin ou un professionnel de la santé. Donc, ici, il y a tout un jeu aussi de pression, de négociation, et cetera, qui va s'ensuivre. Une fois la consultation faite, c'est pas terminé. La médicalisation se poursuit par le maintien, en fait, de ce qu'on aura observé. Si, par exemple, il y a une médication, bien, le maintien va impliquer maintien de la dose, est-ce que c'est la bonne molécule, bref, faire un suivi aussi pour voir que tout va bien avec la médication. Des fois, le diagnostic aussi est à revoir. Des fois, c'est des diagnostics temporaires, des fois, les conditions changent, évoluent. Donc, il y a tout un maintien aussi qui est fait, qui implique aussi la famille et les personnes externes à la famille. Ça a l'air linéaire comme ça, là, mon processus, mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une boucle non linéaire. C'est une boucle itérative et non linéaire. Donc, ça veut dire qu'à chaque case, en fait, on peut revenir en arrière, puis il y a une boucle, puis ça prend beaucoup de temps. Vous allez le voir là, avec mon étude tout à l'heure, je vais vous en parler, mais il y a vraiment un gros élément là, où l'importance du temps est cruciale là, ici dans ce processus-là. Donc, moi, je m'intéresse, en fait, dans le cadre de mon étude, je m'intéressais à la résistance à la médicalisation. Donc, dans ma vision peut-être naïve, en fait, qui était naïve, je vous le dis, vous allez comprendre pourquoi. Dans ma vision naïve des choses, je pensais que les gens allaient résister dès la déviance, en fait. Donc, je pensais vraiment qu'ils allaient dire non, que les parents, en fait, allaient dire non ce que je note comme comportement peut-être dérangeant chez mon enfant ou ce que je note comme problème, que ce soit même une difficulté scolaire, moi, je ne l'interprète pas ou je refuse de l'interpréter avec une lunette médicale. Alors, je pensais que la médicalisation, en fait, ne partirait pas. Donc, elle ne serait pas initiée par des gens de la famille dans le cas des parents que j'interviewe. Et si elle avait été initiée par exemple, l'école ou une instance externe, bien, en fait, j'aurais pensé, en fait, que la famille n'aurait pas poursuivi, donc, l'interprétation médicale informelle. La famille ne l'aurait pas partagée et la famille n'aurait pas été non plus vers une consultation médicale. Sauf que je vous ai dit que j'avais eu une vision un peu naïve, mais en fait, ce que je me rends compte, c'est que c'est beaucoup plus complexe que ça, la résistance. Et la résistance, elle arrive à chacune des étapes, en fait, du processus. Encore une fois, ce n'est pas linéaire. Donc, il y a des gens qui vont accepter, par exemple, il y a des parents qui vont accepter l'interprétation médicale informelle, mais qui vont refuser la consultation ou qui vont aller en consultation, mais qui vont refuser. Ils vont la refuser peut-être pendant longtemps, mais à un moment donné, ils vont accepter d'y aller. Idem pour la médication. Donc, c'est vraiment un processus qui est très long, qui implique énormément de négociations, pour lequel aussi il y a une certaine pression, surtout quand c'est initié à l'externe. Donc, c'est un processus qui est beaucoup plus complexe là, que ce que je pensais. Par contre, vous allez voir, c'est qu'il y a une diversité au sein même de ma famille. Ben oui, c'est ma famille, mes participants, c'est un beau lapsus, mais bref, ce que je veux dire, c'est que les participants à mon étude, vous allez voir, c'est encore plus complexe là, que ça, ce qu'on observe, parce que ce qu'on va observer, c'est qu'il y a à la fois une cohabitation de la médicalisation avec la résistance. Donc, on ne peut pas penser la médicalisation sans la résistance et la résistance, donc, sans la médicalisation, bien sûr. Donc, je vais vous montrer maintenant, je vais prendre quelques minutes pour parler du projet de recherche pour vous situer là, sur qui sont les parents dans mon échantillon. D'abord, c'est un projet de recherche que j'ai mené en collaboration avec mes collègues Eve Pouliot, Élodie Marion et Denis Lafortune. On a en fait proposé un projet sur le processus de médicalisation durant l'enfance, étude qualitative longitudinale des résistances parentales et du vécu des enfants.
Et on a recruté un échantillon, donc c'est une étude qualitative, donc notre échantillon n'est pas représentatif. On a lancé une invitation, en fait, à participer par les réseaux sociaux et on a produit des vignettes comme ça pour essayer d'expliquer, en fait, qu'est-ce que pouvaient être des formes de résistance à la médicalisation, parce que, d'abord, c'est un concept peut-être qui n'est pas toujours bien compris et connu, la médicalisation. Comme vous avez pu le constater par mon graphique, on associe souvent médicalisation à médication. Mais là, vous avez vu que c'est beaucoup plus complexe. La médication arrive presque à la fin du processus, alors qu'il y a tout un début là, avec l'interprétation informelle médicale qui se fait. Donc, il y a vraiment là, tout un jeu, puis il faut savoir que c'est aussi, donc, je rappelle, un processus qui est collectif. Donc, on est parti avec ces histoires-là. On avait même inclus un papa parce qu'on souhaitait vraiment avoir un échantillon diversifié. Sans surprise, notre échantillon est quand même très homogène, comme je vous montre là à l'instant. Donc, on a recruté 24 parents. En fait, il y avait un couple, on a parlé à un couple à un moment donné. Donc, on a 24 familles. Là-dessus, il y a 22 femmes. Donc, c'était principalement des mères qui nous ont raconté, en fait, la situation de médicalisation. Il faut savoir que c'était les parents eux-mêmes là, qui s'identifiaient comme résistants. On leur posait quelques questions pour savoir, en fait, si l'enfant faisait l'objet, en fait, d'un processus de médicalisation. Mais on ne contrôlait pas nécessairement l'élément résistance. C'est vraiment lors des entretiens qu'on a fait avec eux qui se sont vraiment dévoilés davantage sur le récit, en fait, parce que c'était des entretiens sous forme de récit de vie. Donc, c'était racontez-nous la situation qui est vécue par votre enfant, par votre famille, par vous. Donc, c'était très large. En fait, ça donnait beaucoup de possibilités aux participants. Et je pense que ça enrichit aussi au final les résultats, en fait, les constats auxquels on a accès, donc les faits qu'ils nous ont partagés. Donc, j'ai dit que c'était donc des échantillons très homogènes, dans le sens que il y a pas une grande diversité culturelle non plus, et même au niveau les parents sont très scolarisés dans mon échantillon. Les mères, principalement, sont presque toutes diplômées universitaires, et c'est souvent le père, en fait. En fait, il y a 8 familles où il y a une hypogamie féminine, donc ça veut dire où la mère est davantage scolarisée que le père. Euh, euh, voilà, en fait, on n'est pas surpris. Si on revient aux résultats, en fait, de l'enquête sur la parentalité, on disait aussi que c'était les mères qui avaient un niveau de stress élevé aussi par rapport à la parentalité. Bien, peut-être que ça explique même la composition de mon échantillon. C'est un projet qui est longitudinal. Donc, j'ai fait 3 temps de mesure jusqu'à maintenant avec les parents. Il m'en reste un 4e à faire que je vais faire à venir. Je veux juste vous dire qu'il y a 33 enfants donc, qui ont été ciblés et les enfants ont des difficultés variées là, que je vais vous montrer en fait à la prochaine diapo. Voilà. Donc, j'arrive un peu au constat. J'ai eu des réactions parentales très diversifiées. D'abord, j'ai été surprise de constater qu'il y a des parents qui s'identifient comme résistants, qui ont eux-mêmes initié la médicalisation. Donc, j'ai 13 enfants sur 33 pour lesquels ce sont les parents qui ont initié la médicalisation. J'ai, comme je le pensais, une plus grande majorité de cas où la médicalisation a été initiée par l'école. Par contre, dans ces 20 enfants-là, il y a 14 enfants qui, eux, n'avaient jamais été suspectés par leurs parents, dans le sens que pour les parents, c'était une totale surprise que l'enfant soit ciblé par un processus de médicalisation parce qu'eux pensaient que leur enfant, tout allait très bien. Et il y a 6 enfants pour lesquels les parents avaient un doute. Ils se doutaient que leur enfant était spécial ou ils se doutaient que leur enfant avait peut-être quelque chose, puis que s'ils allaient consulter, oui, peut-être qu'ils trouveraient quelque chose, mais ce n'est pas les parents qui ont souhaité initier. On est dans un projet sur la résistance et il y a 29 parents qui ont poursuivi la médicalisation, puis il y en a 4 seulement qui ont arrêté là, après la déviance, comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc, ça a été une grosse surprise pour moi, je vous dirais, quand j'ai commencé les entretiens et à analyser les résultats. Et au final, il y a 20 enfants sur 33 dans l'échantillon qui ont un diagnostic et il y en a 15 qui prennent une médication. Malgré tout, tous les parents sont résistants. On fait preuve de résistance à plusieurs étapes du processus. Donc, il y a vraiment une cohabitation de la médicalisation avec la résistance.
Là où je veux venir, c'est au niveau de l'expérience commune. Parce que j'essaie de comprendre, en fait. Parce que ce que j'observe, c'est qu'il y a à la fois des parents qui ont initié la médicalisation, puis d'autres qui résistent à l'école, et ça dans le même échantillon. Donc, il y a une diversité au départ de la médicalisation, mais il y a aussi une diversité quand on regarde tout le processus dans le temps long, hein, parce que rappelez-vous que je les vois pendant, ça fait 3 ans que je leur parle. Bien, à l'inverse, j'ai des parents qui résistaient au départ, mais en bout de ligne, ils vont embrasser la médicalisation. Et j'en ai d'autres qui embrassaient la médicalisation au départ, qui résistent finalement à la fin. Donc, j'ai essayé de comprendre, en fait, puis ce que j'observe, c'est que chez tous les parents, il y a une perte de repère, en fait. Il y a une perte de repère par rapport aux normes de l'enfance et de la parentalité. Ça, c'est surtout chez ceux qui initient eux-mêmes la médicalisation. C'est-à-dire qu'ils vont dire, ben, mon enfant, il est vraiment différent des autres. Mon enfant, je ne le comprends pas. Je n'arrive pas à le comprendre. Je suis vraiment surprise. Je me sens même démunie par rapport à ça. Par rapport à la parentalité aussi, j'ai bien de la misère comme parent. Je ne suis pas le parent que j'aurais aimé. Je trouve que je n'ai pas les bonnes pratiques. Je dois être outillée. Donc, on va voir la médicalisation comme un moyen ici, comme un soutien, en fait, à la parentalité. Puis, les autres parents qui, eux, subissent la médicalisation qui est initiée par l'école, eux, ils vont être surpris, ils vont avoir une perte de repère par rapport à l'école, en fait, au portrait qui est dépeint de leur enfant, parce que souvent, ils se demandent même, est-ce qu'ils parlent de mon enfant? Puis ça, c'est systématique. Tous les parents de mon échantillon vivent des pertes de repères et c'est souvent ce qui ouvre ma première entrevue du temps 1. Ensuite de ça, ce que j'ai observé, c'est qu'il y avait vraiment une perte de reconnaissance et de légitimité face aux experts. Malheureusement, ben, presque tout, là, à part les 4 parents qui n'ont pas poursuivi le processus, tous les parents ont été face à un expert, que ce soit un expert dans le milieu scolaire ou un expert dans le milieu de la santé. Et je ne dis pas que c'est 100% des cas. Ils ont vu beaucoup de spécialistes, beaucoup d'experts, mais ça leur est tous arrivé au moins une fois de se sentir jugés, infantilisés, inadéquats, etc. Ils tentaient de négocier, ils tentaient de faire valoir leur point de vue, ils tentaient de mettre de l'avant leur savoir, leur valeur, leur expérience. Et à chaque fois, on les rabrouait un peu en disant ah, mais non, mais vous savez, à l'école, c'est pas comme, par exemple, dans la famille. Et on mettait toujours, en fait, on reléguait les parents à leur rôle de profane, en fait. On reléguait les parents, en fait, à un rôle inférieur, alors que c'est eux quand même qui vivent avec leur enfant, puis qui peuvent aussi décider d'aller ou de ne pas aller vers la médicalisation. Mais souvent, on avait tendance à donc les juger, puis les mettre de côté. Et finalement, qui s'observait, pas chez tous les participants, mais chez quand même plusieurs parents de mon échantillon. Il y avait une perte de confiance envers les experts et les institutions. Donc, il y avait vraiment une amertume, une colère. Puis ça fait en sorte qu'au final, dans l'échantillon, l'expérience de parentalité reste négative chez la majorité des participants. Mais elle n'est pas négative de manière constante. C'est comme elle est négative à certains moments. C'est comme des vagues, mais les vagues, elles augmentent puis elles s'accumulent. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les pertes de repères, les pertes de reconnaissance, c'est quelque chose qui, en fait, ça revient souvent. Ce n'est pas juste un épisode au sein des 3 années où je leur ai parlé. C'est vraiment des épisodes qui reviennent de manière constante, constante et qui finissent par prendre de l'ampleur. Donc, il y a une lourdeur aussi. La manière dont je vois ça, en fait, j'ai l'impression qu'il y a un désenchantement. Un désenchantement à la fois face à l'enfant, désenchantement face à leur expérience de parentalité, désenchantement aussi face aux institutions qui sont supposées être là et les soutenir, parce que ce qu'on constate, c'est que les parents ont effectivement des inquiétudes. Sinon, ils n'iraient pas voir le médecin ou ils ont des inquiétudes quand c'est l'école aussi qui propose qu'il y a peut-être des difficultés. Donc, les inquiétudes sont très fortes, mais c'est vraiment le manque de soutien, en fait, qui survient à plusieurs moments.
Parce que quand il y a une perte de repères, les parents sont surpris, ils se tournent vers les experts pour essayer de comprendre, mais les experts souvent, les légitiment pas nécessairement dans leur expérience, ne les écoutent pas non plus nécessairement, ne leur offrent pas la reconnaissance, en fait qu'on devrait avoir, je pense, face aux parents. Hem et En fait, souvent, ce qui ressortait là des entretiens, c'est que les parents étaient pas crus. En fait, l'expérience qu'ils vivaient à la maison était pas crue. Ils étaient pas considérés non plus quand venait le temps de réfléchir peut-être à des solutions alternatives à la médication, parce que les parents étaient nombreux à vouloir résister davantage face à la médication, hein. C'était vraiment ça, un des enjeux. En fait, c'est l'enjeu central des revendications. Mais ils étaient, bref, très peu écoutés. Donc, il y a eu quand même ça se soldait aussi tout ça là, au fil des années par une perte de confiance envers les experts, puis envers les institutions. Juste pour vous aider à mieux comprendre là, cette affaire-là, j'ai fait un schéma, en fait, pour comprendre. Donc ici, on est dans le schéma de la médicalisation initiée par l'école. On voit ici l'interprétation médicale. Puis chez les parents, quand l'interprétation médicale est partagée aux parents, les parents vivent une perte de repère. Il y a des parents qui me disaient: «Mais on dirait que j'envoie un monstre à l'école, mais que mon enfant à la maison, tu sais, c'est pas l'enfant que j'aime, moi, à la maison, mais à l'école, c'est un monstre». Donc, tu sais, ils ont vraiment une perte de repère forte. Quand ils essaient d'entrer en communication avec l'école, c'est souvent: «Non, mais on vous le dit, là, ça prend une médication». Donc, il y a une perte de reconnaissance de ce que le parent vit, puis le parent est en double perte de repère parce qu'il se dit: «Mais pourquoi l'école même propose une interprétation médicale? L'école devrait aller peut-être plutôt vers le pédagogique». Donc, il y a vraiment une désorientation très forte et au fil du temps, donc les parents souvent, comme vous avez vu dans l'échantillon, ils vont aller vers la consultation et ça va se solder, par une médication, par un diagnostic, et cetera. Puis tout ça, ça va mener éventuellement à une perte de confiance envers les institutions. Donc il va y avoir vraiment là, des parents qui vont être vraiment en colère, en fait, qui vont avoir une amertume vive face à l'école, face, aux experts de la santé aussi. On le voit aussi chez les parents qui initient eux-mêmes la médicalisation, mais la perte de repère, elle vient avant, en fait. Il y a vraiment une perte de repère face à l'enfant. On ne comprend pas, par exemple, pourquoi l'enfant pleure autant quand il est petit. On ne comprend pas pourquoi hem, on n'arrive pas avec nos pratiques parentales, on n'arrive pas à entrer en contact avec l'enfant, on n'arrive pas à l'apaiser. On va être inquiet, on va manquer de soutien, donc on va, aller vers une déviance puis l'interpréter médicalement. Sauf que c'est après qu'on ait rencontré le médecin que là, la perte de reconnaissance arrive parce que les parents dans mon échantillon ont dû consulter à plusieurs reprises avant que, leur point de vue puis leur expérience avec leur enfant à la maison soit, prise, disons, prise au sérieux, puis qu'il y ait quelque chose, en fait, qui soit fait pour aider les parents ou pour aider l'enfant. Donc, ça va se solder ici aussi par une perte de confiance envers, les institutions. Hem Là où je veux en venir, en fait, c'est qu'au début, je parlais de la résistance. Finalement, je vous ai dit que la résistance et la médicalisation cohabitaient. Mais je me demande si la médicalisation et la résistance ne sont pas une manière de venir répondre au désenchantement. Puis j'en suis même en ce moment à parler davantage d'insoumission que de résistance ou de médicalisation. Je vous dis pourquoi. Parce que, en fait, l'insoumission, on pourrait être insoumis face aux institutions en disant, ben, je ne vais pas faire ce que l'institution me dit, mais on pourrait aller vers la médicalisation. Et on pourrait être dans l'insoumission et pour aller dans la résistance, puis on pourrait être dans la soumission, bref, en allant dans la résistance ou dans la médicalisation. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi ce mot-là. Je le vois aussi comme un spectre. Il y en a pas, en fait, de soumission pure ou d'insoumission pure dans mon échantillon. Tout ça cohabite. Et qu'est-ce qui fait qu'un parent, en fait, va aller vers la résistance ou vers la médicalisation? Tout ce qui est en bas ici des flèches, je vous dirais que c'est des éléments. Donc, il y a le savoir des parents, puis leur reconnaissance ou leur non-reconnaissance. Donc, comment est-ce qu'ils sont, pris au sérieux? Comment est-ce qu'ils sont appuyés, soutenus finalement par les experts? C'est quoi la confiance qu'ils ont en leurs moyens, la confiance qu'ils ont envers leur savoir, envers eux comme parents? C'est quoi leur niveau d'inquiétude face à leur enfant?
Est-ce qu'ils subissent de la pression externe de l'école? Oui ou non? Est-ce qu'ils ont de la pression externe même de leur famille, du conjoint? Est-ce qu'ils ont un soutien? Est-ce qu'ils ont des alliés? Puis les alliés peuvent être variés. Il y a des alliés chez les psychologues, il y a des alliés chez les médecins, il y a des alliés dans le milieu scolaire, il y a des alliés de la part du conjoint, mais il y a aussi un grand manque de soutien sur toutes ces composantes-là aussi. Ce que je constate aussi beaucoup, c'est qu'il y a beaucoup de chance ou de malchance ou de contingence finalement associée à la carrière d'insoumission. En fait, ce qu'on constate, c'est, par exemple, il y a un parent qui nous dit, ben, moi, mon enfant n'a pas eu de médication, mais j'ai été chanceuse parce que j'avais un médecin qui ne donnait pas de pilule, tu sais, qui n'était pas quelqu'un qui était vite sur la prescription. Donc, c'est comme ça que l'enfant s'en est sorti parce que autrement, je pense que cet enfant-là aurait reçu une médication, même si le parent aurait refusé. Donc, je termine avec 2, 3 diapos. Donc, qu'est-ce qu'on retient de ça? D'abord, la médicalisation, c'est une forme de soutien à la parentalité qui est mobilisée à la fois par les parents et par les experts, que la résistance cohabite avec la médicalisation, que c'est difficile vraiment d'avoir des portraits clairs de résistance franche et de médicalisation franche. Dans mon échantillon, tout se jumelle et se cumule. Ça fonctionne avec le temps long. Si j'avais eu seulement un temps de mesure, j'aurais pas pu voir, en fait, tout le déploiement du processus de médicalisation et le déploiement du processus de résistance. Et j'aurais sans doute pas vu le désenchantement aussi, parce que le désenchantement arrive vraiment avec le cumul des pertes, le cumul des inquiétudes, puis le cumul du manque de soutien. Ça amène un désenchantement. Voilà, en fait, juste pour revenir vite, vite, juste pour l'insoumission, moi, je la vois comme une forme d'agentivité, mais c'est une agentivité quand même pas totale parce qu'il peut y avoir des éléments de chance ou de malchance, comme je l'ai dit tantôt. Et qu'est-ce qu'on fait, en fait? Comment est-ce qu'on peut agir? Euh, D'abord, je pense qu'on peut offrir un soutien qui n'est pas une médicalisation. Ça serait important. Là, au Québec, la médicalisation, elle est très présente. Si on va revoir l'étude sur la parentalité, on parle que les parents ont besoin d'écoute, de conciliation travail-famille, ont besoin de temps. Il faut aussi offrir aux parents un rôle où ils sont plus que des profanes. Il faut qu'on, en fait, il faut qu'on, ben pas juste accepter, mais qu'on reconnaisse, en fait, qu'ils ont des connaissances valables, valides. Il faut qu'on reconnaisse qu'ils ont des valeurs, puis que leurs valeurs pourraient ne pas les amener vers la médicalisation ou vers la médication de manière plus ciblée. Il faut penser aussi que leurs expériences comptent. Un parent qui va voir un médecin pour dire que c'est difficile, qu'il ne reconnaît pas l'enfant, qu'il y a une perte de repère, bien, il faut l'écouter. Il nous dit quelque chose, même si l'enfant n'a peut-être pas de trouble. Puis là, ben, j'ai découvert récemment les travaux d'Armit Rosa, qui est un sociologue allemand. Puis je trouve ça fantastique et je pense qu'il nous amène une piste aussi sur comment agir. Il propose une sociologie de la relation au monde parce que je trouvais ça important de vous mettre cette citation-là parce que je veux juste pas que vous pensiez que les pertes de repères, les pertes de reconnaissance, les pertes de confiance sont seulement au niveau psychologique individuel. En fait, toutes ces pertes-là que j'ai nommées sont dans la relation avec les institutions. On ne peut pas les séparer. Puis ce qu'il nous dit, Armut Rosa, il nous dit que les relations au monde sont toujours et dans une large mesure des rapports sociaux collectifs. Elles s'élaborent dans des institutions et à travers des pratiques et sont profondément ancrées dans les modes d'être, de penser et d'agir dominants qui sont autant de dispositifs présidents à leur formation. Donc, on est dans une société où la médicalisation prend une grande place. L'enfance est ciblée par des diagnostics et par une médication notamment, et ça fait partie de ça. On doit en prendre compte. Je finis sur une dernière diapo, en fait. Euh, le désenchantement des parents, comme je le vois, c'est une forme d'aliénation, en fait. Moi, j'avais écrit dans mon article, ça naît de la tension qui émane de la distance entre les expériences, les connaissances et les valeurs des parents et celles des institutions scolaires et de la santé au sein desquelles la parentalité est faite. Alors que l'aliénation, en fait, c'est un peu dans ce sens-là, hein, c'est une relation au monde qui est muette, froide, figée ou en échec.
Puis ça amène en fait le résultat d'une subjectivité dégradée, de configuration sociale ou matérielle hostile à la résonance, ou bien d'une inadéquation, d'un défaut d'ajustement entre le sujet et le fragment du monde. Puis il propose, en fait, c'est un sociologue, je trouve très optimiste ou positif même, parce qu'il propose un concept, le concept de résonance, qui est le fait d'entrer dans une relation de réciprocité avec le monde. C'est à la fois psychologique, mais c'est beaucoup aussi sociopolitique en lien avec les institutions. Donc, je pense que ben, je vais poursuivre mes lectures, moi, parce que je suis au début là, de cette réflexion-là, mais je pense qu'il y a tout un lien, en fait, à faire entre les institutions et leurs experts et la manière dont on rentre peut-être en relation avec les parents et avec les enfants aussi indirectement. Donc là, sur ce, j'arrive à mon temps. Donc, voilà, merci. Merci beaucoup, Marie-Christine Brault.